Bon, je me lance dans cette vidéo qui m'a été souvent réclamée en commentaire. Ça fait bizarre de dire ça, mais bon, le fait est que plusieurs personnes, plusieurs fois, m'ont demandé de la faire, donc je la fais. Je l'ai longtemps repoussée parce que, autant en dissertation, j'ai toujours été assez à l'aise, assez, c'est-à-dire que j'ai toujours eu de bonnes notes en fait. Si je prends le cadre scolaire, on va dire, ou les concours, autant dans les explications texte, les commentaires, c'était plus aléatoire et ça dépendait plus en fait de ma connaissance de l'auteur. Pour le dire vite, je sais pas si ce que j'ai à dire sur l'explication texte ou le commentaire est spécialement intéressant ni pertinent. Je pense que pour la disserte, j'ai compris des trucs assez importants et qui peuvent aider en fait les gens. Autant sur l'explication et le commentaire, je pense que j'ai développé des stratégies qui permettent d'assurer le minimum syndical, mais l'une de mes hypothèses de travail, notamment quand j'ai préparé la Greg, c'est que malgré tout, l'explication texte est beaucoup plus dépendante à la fin de la connaissance initiale de l'auteur ou d'une maîtrise assez fine de l'histoire de la philosophie, qui va empêcher, lorsqu'on ne possède pas l'un ou l'autre, d'atteindre peut-être certaines notes. C'est-à-dire que pour parler, on va dire, en termes de chiffres, quand je ne connais pas l'auteur, à l'agrégation, je plafonne, dans mes sessions d'entraînement, je plafonnais à autour de 12. J'avais on va dire, entre 10 et 12. Donc j'arrivais à assurer le minimum syndical de 10, mais j'arrivais pas vraiment à dépasser 12. Et quand je connaissais l'auteur, j'atteignais 15, quoi. Donc à peu près les mêmes notes que ce que j'avais en disserte pour le coup. Donc mon impression, c'est que d'un point de vue méthodologique, ce que je fais est fonctionnel, en commentaire, en explication de texte, mais je constate et je pense que il est difficile, je pense que c'est possible, mais c'est quand même assez difficile de réussir très bien une explication de texte sans connaissance de l'auteur. Je parle là pour la Greg. Pour le CAPES, c'est un peu différent, en tout cas de mon expérience. Au CAPES, alors, je crois qu'en explication de texte, j'ai dû avoir 12 et 12. Deux fois sur des auteurs que je connaissais pas à l'époque. Maintenant je connais un peu plus, mais bon. J'étais tombé sur Pascal et sur Aristote et j'avais eu 12 à l'écrit, 12 à l'oral. Donc voilà. Et pour l'agrégation interne, pour donner ma note, j'ai dû avoir 11 et 10, ou l'inverse. Voilà. Donc des notes pas superbes, mais pas horribles non plus, et là aussi sur deux auteurs que je maîtrisais mal. Euh, donc pas, voilà. De toute façon, on peut considérer que je maîtrise assez peu les auteurs. Je suis pas un grand historien de la philosophie. Je suis pas, c'est pas mon truc, on va dire, pas comme ça en tout cas. Bref, peu importe. Toutes ces remarques liminaires pour expliquer pourquoi j'ai repoussé ce moment et pourquoi je pense que c'est pas facile de proposer moi une stratégie dont je pourrais dire voilà, elle est à 100% efficace, alors que pour la disserte, je suis un peu plus sûr de mon coup, on va dire. Bref, je m'arrête là pour je me réarrête là pour toutes ces remarques, et puis bah je vais vous dire un peu comment j'ai fait, et puis les choses qui me semblent être importantes peut-être pour justement limiter la casse. C'est-à-dire qu'est-ce qui a fait selon moi que même lorsque j'étais face à des auteurs que je ne connaissais pas ou maîtrisais pas, j'arrivais à avoir 10-11 quoi. Et à la Greg notamment, ça se joue aussi dans l'entretien pour les oraux, mais même sans les oraux, à l'écrit, voilà, 10-11, en gros quoi. Le premier point peut-être à avoir à l'esprit, c'est que pour moi, il y a une unité méthodologique fondamentale entre ce qui vous est demandé, ce qui nous est demandé dans une explication de texte / commentaire de texte et une dissertation. Et souvent, en fait, le problème, à mon avis, c'est qu'on sépare d'un point de vue méthodologique. On pense en fait qu'il y a des règles spécifiques à respecter dans une explication de texte, dans un commentaire, qu'il n'y aurait pas à respecter dans une disserte. Et bon, en fait, pour moi, en tout cas, ma manière d'appréhender les choses,
toujours considéré qu'il y avait beaucoup de points communs et en fait que c'était pratiquement la même chose. Si on considère le texte comme un texte qui répond à un problème, et que ce problème c'est le problème du texte, et que ce problème du texte qu'il va falloir retrouver correspond plus ou moins toujours à quelque chose qui ressemblerait à un sujet de disserte, en gros, vous pouvez considérer que ce que vous faites, c'est produire une dissertation qui est celle de l'auteur, mais en fait vous dépliez en quelque sorte la dissertation possible de l'auteur, son itinéraire réflexif qui l'amène d'un problème à une réponse, qui est sa thèse. Donc une fois qu'on a compris ça, à mon avis, on a déjà compris quelque chose d'important. Ça veut dire que le but de l'explication de texte, d'un commentaire de texte, c'est pas du tout de vérifier une érudition ou une capacité, on va dire, voilà, de connaissance pure de l'histoire de la philosophie. C'est comme dans la disserte, de vérifier votre capacité à comprendre la nature d'un problème, à le rendre urgent, à déplier logiquement un raisonnement, même si là pour le coup c'est juste le raisonnement de l'auteur que vous essayez de suivre et de déplier le plus possible, pour parvenir finalement à une réponse. Donc ça c'est le point général, ça détermine beaucoup de choses chez moi. La première chose dont je peux parler, c'est notamment la méthode de l'introduction. En fait, ma méthode d'introduction de commentaire de texte, elle est rigoureusement, non pas rigoureusement, elle est pratiquement la même que l'introduction d'une disserte. Donc, je vous donne un exemple avec mon explication de texte sur Rawls. Donc, c'était en entraînement, mais c'était en temps limité. Donc, bon, ça vous donne, on va dire, une idée, parce que du coup comme c'est fait en temps limité, au moins je veux dire c'est faisable quoi. Donc c'est une explication de texte qui a eu 15 ou 15 et demi, pendant que j'enregistre ça m'est sorti de l'esprit, mais voilà, quelque chose comme ça. Et donc ce que vous constatez, c'est que ma méthode de dissertation, enfin d'introduction de dissertation, je la respecte en fait à la lettre pratiquement dans mon explication de texte. Alors qu'est-ce que je fais ? Donc dans mon travail de brouillon, je repère un problème qui est celui du texte, donc une question, et en fait je vais travailler mon introduction d'explication texte exactement comme si je devais introduire le problème de la disserte. En gros, je considère que mon introduction, c'est une introduction à la question, pas au texte. Donc par exemple, l'une des choses que je fais, et que pour le coup je crois assez peu de gens font, alors que ça me semble, pour le coup, c'est peut-être l'un des endroits où je suis, entre guillemets, sûr de moi, en tout cas j'ai le sentiment que ça fonctionne bien, c'est de ne surtout pas parler du texte tout de suite. C'est-à-dire, par exemple, de présenter tout de suite l'auteur, de présenter tout de suite l'extrait, de dire que Rawls se pose telle question dans tel passage. Pourquoi ? Parce que si je réfléchis à ma manière de travailler en cours, et en fait même de m'intéresser en général au texte de philosophie quand ça m'intéresse, il m'intéresse parce que d'abord je suis mu par un problème. Je suis tiré par un problème. Et donc ce qu'il faut que je fasse comprendre à mon lecteur, d'abord, c'est la nécessité du problème. Donc je vais suivre le même itinéraire que ce que je fais en disserte, puisque finalement l'impératif est le même. Il faut que, à la fin de mon introduction, le problème apparaisse urgent pour le lecteur. Et seulement une fois qu'il sera apparu comme urgent, là je dis, bah tiens, ça tombe bien, on a un extrait qui parle de ce problème-là, donc voyons ce qu'il en dit. Donc formellement, ce que ça donne, c'est que bon, vous pouvez retrouver ma méthodologie d'introduction sur plusieurs vidéos, donc je vais pas la refaire complètement ici, je vais pas tout expliciter, mais grosso modo pour ceux qui suivent, qui ont suivi ça, ma méthode de dissertation, d'introduction, c'est une idée initiale, qui est une réponse directe à la question qu'on me pose, sans mobiliser la question, juste comme si d'un coup je me mettais à réfléchir et je disais, bon voilà, une idée initiale, une sorte de doxa, quoi. Deuxième partie de mon introduction, une contradiction structurelle, quelque chose qui pose problème dans cette thèse initiale, un élément d'inévidence en quelque sorte, qui permet de proposer une hypothèse contraire. Une troisième partie d'intro qui va être la réunion de cette situation paradoxale dans une formule qui la condense, qui condense le paradoxe et qui débouche là seulement sur le problème. Donc voilà, ça, si je fais ça dans mon introduction de disserte, c'est fini. La seule chose que je rajoute dans mon introduction d'explication de texte, c'est que là seulement je vais parler du texte. Voilà, je vais formuler le problème, et seulement là, donc ça vient assez tard finalement dans mon introduction, je dis bah tiens, voilà, justement, le texte qu'on va étudier, il traite de cette question.
Comme je viens de la rendre urgente aux yeux de mon lecteur, si j'ai bien fait le boulot, eh bien le texte n'est plus gratuit, ni le problème qu'il traite. Et souvent c'est le problème, je crois, avec les explications de texte, les commentaires qui sont faits au concours. En tout cas c'est l'impression que j'ai maintenant en tant que, à force de faire des cours, etc., des séances particulières avec des gens, c'est une impression que je peux avoir. Quand on est lecteur d'une introduction de commentaires ou d'explications de texte, ce qui est un peu désagréable, c'est quand on a l'impression que la personne, elle ne fait qu'exposer finalement un problème qui a été posé par un auteur. Pourquoi ? Parce que dans ce cas-là, le problème il est complètement extérieur à tout le monde. Il est extérieur au lecteur. Bon, il comprend pas pourquoi on se pose cette question-là. Et puis bon, il est évidemment extérieur aussi à celui qui écrit en fait la copie, parce que finalement il ne traite qu'une question qui est celle de l'auteur. Mais pourquoi il se la pose ? Enfin, on ne sait pas. Donc ma quatrième partie d'introduction, dans le cadre d'une explication texte, c'est ça, c'est la présentation de l'extrait. Dans l'exemple que je vous montre à l'écran, la remarque qui m'a été faite, c'est que j'avais sans doute pas assez situé quand même l'extrait, enfin voilà, et sans doute l'enjeu en fait du problème dans le cadre de la philosophie de Rawls en général, ou peut-être dans le cadre de l'histoire de la philosophie, du contexte polémique, on va dire, dans lequel s'inscrit Rawls. C'est sans doute un défaut qui vient précisément de ma méconnaissance relative de cette histoire, ou en tout cas une maîtrise moins grande de ça. Donc à part ça, voilà, la personne qui m'a corrigé m'a dit bonne introduction, donc je sais que c'est une introduction fonctionnelle, et grosso modo j'ai fait toujours comme ça. Je vous donnerai un exemple aussi d'une leçon que j'avais fait sur Pascal, où j'avais fait le même système, et en fait j'ai toujours fait ce système-là. Donc ça c'est pour l'introduction, voilà comment ça fonctionne pour moi. Bon. Ensuite, pour le développement, c'est là où je vais peut-être un peu vous décevoir. C'est-à-dire, j'ai pas de recette magique. Je peux rappeler des principes cruciaux, en fait, mais très connus, normalement, de l'explication de texte, du commentaire de texte. Le premier principe, c'est que l'explication de texte, le commentaire de texte, vise à l'exhaustivité. L'exhaustivité, ça veut dire que vous devez expliquer tout le texte. L'une des choses qui va parfois arriver, c'est que des gens vont sauter des parties du texte. Alors évidemment, on peut pas littéralement définir tous les termes, et donc quand on dit tout le texte, c'est la ligne, on va dire la trame du texte, et puis les arguments, les grandes idées, les passages, quoi. Vous devez tout traverser. Ce qui se passe parfois, c'est que vous allez sauter une partie du texte, un bout, une phrase, une demi-phrase, parce que vous ne la comprenez pas, parce que vous n'êtes pas certain de son interprétation, parce que vous avez peur de dire n'importe quoi, parce que vous savez pas quoi en dire de plus, etc. Bon, idéalement, il faut tout expliquer. Parfois, vous sautez ça par manque de temps. Bon, il faut réussir, donc là, là j'ai pas de recette, c'est juste qu'il faut réussir à s'entraîner assez à la pratique méthodologique, à l'écriture de l'explication de texte, pour ne pas manquer de temps. Bon, donc là-dessus, j'ai pas de recette. Par contre, là où j'ai une recette, ou en tout cas une stratégie que j'ai adoptée, et qui a toujours été efficace, c'est qu'il faut toujours faire des hypothèses. Une partie des gens qui passent les concours sont vraiment dans une position, et c'est normal, c'est parce que tout le concours invite à cette position, sont dans une position d'élève, face au jury, d'élèves un peu mauvais en plus, c'est-à-dire voilà, d'élèves insatisfaisants, quoi. Il faut réussir à sortir de cette logique. C'est-à-dire qu'il faut produire des hypothèses philosophiques, même quand vous n'êtes pas sûr, des hypothèses de lecture. Voilà, des hypothèses de lecture. Les hypothèses de lecture, elles sont vraiment nécessaires, et il faut pas s'inhiber parce que on aurait l'impression de dire n'importe quoi ou de se tromper. En fait, on va toujours être plus valorisé à essayer de penser le texte sans être spécialiste de l'auteur que de simplement esquiver l'explication. Pour le dire autrement, quand vous allez être noté par un jury, si vous faites des hypothèses philosophiques de lecture sur un texte que vous avez du mal à maîtriser parce que par exemple, justement, vous ne connaissez pas la thèse de l'auteur, vous ne connaissez pas sa philosophie, on va juste vous noter en prenant acte, en quelque sorte, du fait que vous n'avez pas eu de chance et que vous êtes tombé sur un auteur que vous méconnaissez.
Évidemment, il y a toute cette mythologie du concours qui fait que on est un peu craintif lorsqu'il s'agit de faire ça, parce qu'on a l'idée que le jury attend que nous soyons spécialistes de tous les auteurs possibles. Mais c'est faux. Évidemment, ils sont au courant du fait qu'il est impossible d'être fin connaisseur de l'ensemble du corpus de l'histoire de la philosophie et des auteurs, on va dire, au programme. Je parle ici évidemment du cas où vous êtes dans une hors programme, donc de ce que je connais. Moi, j'ai pas fait d'épreuves programmatiques, donc là-dessus, je vais vraiment me réserver et ne rien dire du tout. Mais dans le cas du CAPES ou de l'agrégation interne, par exemple, ils le savent que vous pouvez pas tout savoir. Et donc il faut faire des hypothèses parce que ça témoigne en fait de votre capacité à réfléchir dans tous les cas, même si ces hypothèses elles sont en fait en décalage avec tel ou tel point de la doctrine, ou que telle hypothèse que vous formulez sur tel aspect du texte, en fait elle est décalée parce que si vous saviez qu'en fait l'auteur il faisait appel ou référence à un des chapitres de son œuvre, etc., vous pourriez l'interpréter plus justement, ça d'accord, peut-être. Mais en l'absence de cette connaissance-là, il faut quand même travailler vos hypothèses de lecture. Je prends deux exemples qui sont en fait tirés de mon expérience personnelle. Quand je suis tombé sur Aristote au CAPES en explication de texte à l'oral, ou sur Locke en leçon, enfin en explication de texte à l'agrégation, les deux fois c'était des auteurs que je ne maîtrisais pas pour le cas d'Aristote, ou très mal pour le cas de Locke. Et donc je pouvais pas vraiment me fonder sur une connaissance précise de leurs travaux et de l'élaboration de leur philosophie pour pouvoir travailler le texte que j'avais sous les yeux. Mais je pense que j'ai gagné des points, j'ai limité la casse en quelque sorte parce que j'ai continué à proposer des hypothèses. D'ailleurs, dans le cas de l'agrégation interne, j'ai précisé que ces hypothèses elles étaient faites depuis une position d'ignorance relative vis-à-vis de la thèse de l'auteur, mais qu'il s'agissait malgré tout, enfin qu'il était quand même malgré tout possible d'essayer de proposer des choses. Donc je pense que c'est vraiment important de le faire. Donc ça c'est un point, donc l'exhaustivité, et quand vous n'arrivez pas à être exhaustif, quand vous avez l'impression en tout cas qu'il y a un aspect du texte qui vous échappe, vous devez quand même parler. Je prends un autre exemple qui me semble être assez important à avoir à l'esprit avant le concours, c'est que quand je parle d'exhaustivité, je parle aussi du fait qu'il faut expliquer la profondeur philosophique de l'ensemble du texte. Et je vais prendre deux éléments qui sont souvent sous-expliqués, il me semble, dans les explications de texte ou les commentaires de texte. Ce sont les images ou les exemples mobilisés par les textes, les auteurs qu'on est en train d'expliquer. Donc cette sous-explication des images et des exemples, pour moi, elle est vraiment dommageable, parce que une fois qu'on a compris que même les exemples et les images utilisées par les auteurs avaient une sorte de fond philosophique, avaient été même peut-être l'endroit où il y avait le plus de philosophie à faire, eh bien on échappe à une erreur assez banale et assez partagée en même temps, qui est de considérer ces images ou ces exemples précisément simplement comme des illustrations d'une thèse qui se dégagerait ailleurs dans le texte. Alors pour comprendre cette question des exemples et des images, voici deux exemples qui peuvent vous être utiles. Dans un texte d'Aristote, voilà ce qui est écrit. Quand on veut y regarder de près, il peut paraître sans doute fort extraordinaire que la fonction de l'homme d'État consiste dans la possibilité d'étudier les moyens de s'assurer la domination la plus absolue sur les peuples voisins, que ces peuples le veuillent ou ne le veuillent pas. Comment pareil office peut-il être celui d'un homme d'État ou d'un législateur alors qu'il n'est même pas légitime ? Or, n'a rien de légitime une autorité qui s'exerce non pas avec justice seulement, mais encore avec une injustice, et il est possible de soumettre les autres à sa domination, même en dehors de tout droit. En outre, nous ne voyons non plus rien de semblable dans les autres sciences, ce n'est la fonction ni du médecin ni du pilote, d'user de persuasion ou de violence, l'un envers ses malades, l'autre envers ses passagers. Bon, pourquoi je prends cet extrait ? Parce que ici, si vous n'expliquez pas pourquoi Aristote use, dans son analogie, du médecin et du pilote, alors vous n'expliquez pas. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les gens, ils vont juste paraphraser ce qui est écrit et dit. Ils vont juste noter un truc du style, bon, Aristote montre donc que, comme le médecin ou le pilote, l'homme d'État ne peut se satisfaire de la domination, etc., etc. Mais en fait, il faut bien comprendre que ça n'a rien d'évident. Donc il faut manifester cette inévidence. Pourquoi un médecin ou un pilote ne peuvent pas se satisfaire de la domination ? On
on pourrait considérer qu'un médecin peut très bien dominer son malade et réussir à le soigner. On peut très bien considérer qu'un pilote peut très bien dominer les gens qu'il est en train de conduire et s'en sortir très bien. Donc il faut rendre compte de ces exemples, ils sont intéressants. Pourquoi il choisit ces métiers-là? Pourquoi il prend le pilote et le médecin et pas le menuisier et je sais pas quelqu'un qui fait du miel? Bon, voilà, on sait pas. Donc il faut expliquer, il faut formuler des hypothèses. Par exemple, ici, on a deux métiers relationnels, deux métiers où le sens, enfin l'art en quelque sorte, se joue dans la relation, etc. Bon, peu importe. Je vais pas ici faire l'explication, mais ce que je veux dire, c'est que ici, cet exemple, cette image, cette analogie, il faut la prendre comme étant signifiante d'un point de vue philosophique. Elle ne fait pas qu'illustrer un propos, elle ajoute des éléments. Deuxième exemple, je vous lis, donc un texte de Tocqueville, très célèbre. Au-dessus de cela s'élève un pouvoir immense et tutélaire qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l'âge viril, mais il ne cherche au contraire qu'à les fixer irrévocablement dans l'enfance. Il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir. Il travaille volonté à leur bonheur, mais il veut en être l'unique agent et le seul arbitre. Il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leur succession, divise leur héritage. Que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre? Bon. Si dans cet extrait de Tocqueville vous n'explicitez pas le sens de l'image de l'enfance et la manière dont elle permet de comprendre la dimension toxique du pouvoir tutélaire dont parle Tocqueville, vous perdez quelque chose. Je veux dire, si vous faites de cette dimension, cette analogie, c'est pas vraiment une analogie, mais ce rapport à l'enfance, qu'une simple illustration, qu'un simple rapprochement, vous loupez un truc. Il faut se poser des questions. Que veut normalement un père avec ses enfants? Que veut au contraire le pouvoir politique? Qu'est-ce que ce décalage manifeste d'un point de vue politique? Pourquoi user de l'analogie si elle n'est pas parfaite? Etc., etc. Voilà. Et on voit bien ici que le pouvoir tutélaire de l'État ne ressemble pas exactement à une puissance paternelle, on va dire, bienveillante. Bon. Donc il faut réfléchir. Je le fais pas ici parce que ça demanderait du temps, et voilà. Mais il faut réfléchir dans tous les cas quand vous avez ce genre de choses. Ne considérez pas, ayez ce réflexe en tout cas d'être vigilant, parce qu'en fait, quand on le pointe du doigt, en quelque sorte, quand quelqu'un vous le montre, vous allez forcément y penser. Mais souvent dans le flot d'un texte, qui en plus parfois est particulièrement dense et particulièrement long, on n'y pense pas. Et il faut être attentif, parce que beaucoup de gens vont pas y penser, et donc vous vous distinguerez, et comme le concours fonctionne aussi par distinction, vous vous distinguerez en y pensant. Bon, et à part ces exemples-là sur l'exhaustivité de l'explication, et donc aussi, avec les exemples que je viens de vous donner, des images, des exemples mobilisés par l'auteur, l'essentiel, c'est de se concentrer sur la logique du texte et la précision conceptuelle. Ce qui est souvent fait en explication de texte, dans les mauvaises explications de texte, c'est une paraphrase, ou en tout cas une sorte de constat. Les choses sont constatées. Les pensées, les arguments sont constatés dans la rédaction. Comme s'il y avait une sorte de nécessité naturelle aux arguments qui sont produits par les auteurs. Non, en fait, ce qu'on vous demande, c'est d'expliquer le déroulé d'une argumentation en montrant précisément la nécessité interne, et la nécessité interne, elle se dégage par des énigmes, par des questions, par des problèmes philosophiques qui sont souvent implicites, en fait, dans ce déroulé. Donc, si vous avez une sorte d'exposé du texte produit sous la forme de l'évidence philosophique, comme si finalement, voilà, le déroulé avait une sorte de logique, oui, mais une logique d'évidence, vous êtes en train de louper quelque chose. Donc, vous devez bien suivre la logique du texte, et bien montrer que cette logique, elle est problématique. C'est-à-dire que parfois, il y a des sauts logiques dans le texte, parfois, il y a des difficultés, parfois, en fait, l'argumentation, elle implique des partis pris philosophiques. Et donc, tout ça, il faut essayer de les expliciter le plus possible. Donc, qu'est-ce que je peux vous conseiller comme éthique de la lecture? C'est tout simple. Ne considérez pas qu'un texte, même que vous connaissez, est évident. Et imaginez-vous, ça c'est vraiment un principe que je vous donne aussi beaucoup pour la disserte, imaginez-vous devant des élèves qui ne comprennent pas, des élèves pour qui c'est pas du tout simple, des élèves pour qui les arguments philosophiques, qui pour vous sont les plus simples, les plus évidents, ne le sont pas. Je sais pas,
quand on présente le cogito cartésien, par exemple, on a la déformation professionnelle fait que pour nous, on peut oublier que c'est pas du tout évident. On peut même oublier que c'est bizarre, hein, je pense donc je suis. C'est un exemple assez parlant, c'est-à-dire quand vous le faites en cours devant des élèves, leur étonnement, l'étrangeté des arguments que vous mobilisez, le caractère bizarre, par exemple, de considérer qu'on peut douter du corps et malgré tout continuer à être une conscience qui est capable de se saisir elle-même, toutes ces étrangetés, ces bizarreries, qui sont d'ailleurs repensées ensuite dans l'histoire de la philosophie, par Nietzsche, par Husserl, etc., en fait, elles sont souvent directement vues par les élèves, en tout cas par ceux qui sont un peu attentifs. Eh bien, c'est ces inévidences-là que vous devez traiter dans une explication de texte et dans un commentaire, et que vous pouvez traiter même si vous ne connaissez pas l'auteur. Et je vais même rajouter quelque chose, méfiez-vous quand vous connaissez l'auteur. Connaître très bien l'auteur peut parfois être peut parfois produire un biais qui est aussi négatif finalement que de ne pas le connaître du tout. Pour le coup, du coup, en position de lecteur d'explication de texte, de par les gens que je suis, il m'est parfois arrivé d'être face à quelqu'un qui était visiblement brillant, enfin en tout cas qui avait une culture philosophique extensive sur l'auteur que j'étais en train de... que je lui avais demandé d'expliquer, ou le texte que je lui avais demandé d'expliquer, mais l'explication, justement, se faisait du coup sous la forme d'une sorte d'exposé d'évidence, un peu sur fond d'une sorte de connivence philosophique entre nous, comme si moi, en tant que lecteur, j'étais bien au courant de la logique naturelle presque qui se déployait dans le texte expliqué. Eh ben non, il n'y a pas de logique naturelle, et il y a en fait une étrangeté et une difficulté au texte que vous devez expliquer, c'est bien pour ça qu'on vous l'a donné. Par ailleurs, évidemment, le texte se fonde sur des concepts qu'il faut éclairer. Très souvent, et de manière étrange d'ailleurs, les concepts ne sont pas définis, pas problématisés. Quand j'appelle défini, c'est pas simplement justement donner une définition, mais c'est de montrer que cette définition elle est toujours problématique. Toute définition philosophique, toute définition dans le cadre d'une argumentation, est problématique. Et moi j'ai l'impression qu'il y a deux écueils ici. Quand les gens connaissent pas le texte, ils donnent la définition lambda du concept, bon, pourquoi pas. Et quand les gens connaissent le texte ou connaissent l'auteur, ils vont donner la définition que donne l'auteur en fait du concept. Très bien, mais en fait, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, ce qu'il faut montrer, c'est que cette définition, elle n'est pas évidente. Il y a une difficulté, il y a une énigme. Toute définition, on pourrait dire en philosophie, relève d'un parti pris définitionnel, d'un parti pris philosophique. Et vous devez éclairer ce parti pris, en montrant quelle autre définition on aurait pu donner, à quelle autre définition ça peut répondre, la définition que vous avez trouvée vous dans le texte. Un autre moyen de produire des définitions pertinente, c'est de produire des distinctions conceptuelles, de montrer que définir la notion comme ça, ou utiliser ce mot-là plutôt qu'un autre, ça a du sens. Donc ça, c'est aussi une technique d'explication que vous pouvez avoir. Demandez-vous toujours pourquoi l'auteur utilise ce mot-là plutôt qu'un autre. Cette technique, d'ailleurs, vous pouvez l'utiliser aussi, je l'ai dit, pour les images et les exemples. Pourquoi il écrit ça plutôt qu'autre chose. Et puis enfin, le texte travaille des problèmes, évidemment. Des problèmes que vous devez identifier. Enfin, ça c'est évident. Le problème que vous avez identifié au début de votre introduction, il va se diffracter souvent en différentes questions qui vont être traitées au fur et à mesure du raisonnement. Il faut toujours que vous reveniez dans le cadre de votre explication à la question initiale. Il faut que vous montriez pourquoi telle partie du texte est en train de répondre de manière partielle, ou de traiter de manière partielle la question que vous avez posée au départ. Pourquoi l'auteur a décidé, avant de répondre, d'opposer par exemple, de présenter une thèse hostile. Quel est le crédit qu'on peut donner à cette thèse hostile contre laquelle l'auteur va lutter en quelque sorte. Donc il faut toujours montrer que un texte est une unité de résolution d'un problème, et donc il faut faire des allers-retours avec ce problème. Souvent dans la rédaction, il y a cet effet de tunnel, sans doute, qui fait qu'on va rédiger, et puis au fur et à mesure, on va un peu oublier qu'on est en train de résoudre une énigme. Donc prenez toujours cette image du polar, enfin en tout cas moi elle m'aide, c'est-à-dire quand vous écrivez un polar, il ne faut pas oublier que le but c'est de soulever une difficulté qui est qui a tué, quel est le crime qui a été commis, enfin qui l'a commis. Bon si vous écrivez un polar et que au milieu de votre polar vous mettez à disserter pendant 200 pages sans qu'on revienne jamais à cette question, c'est plus un polar tout simplement. Donc si vous faites une explication de texte et que le texte vous l'expliquez mais que vous n'essayez plus de résoudre l'énigme qu'il y a derrière le texte, le problème du texte, et précisément c'est plus vraiment une explication de texte au sens pur du terme.
Donc voilà, et ensuite, bon, pour ce qui est formellement, hein, le plan du texte, ça va être le plan de votre devoir, et les parties sont bien des moments d'un raisonnement, et donc vous devez les articuler entre elles, le plus possible. C'est quelque chose d'ailleurs que j'ai mis du temps à faire et que j'ai pas toujours pas très bien fait. Mais l'idéal, quand même, je crois, les choses que j'ai bien réussi quand je faisais des explications de texte, quand j'y arrivais, c'était précisément cette articulation, c'est-à-dire montrer qu'il y a une logique. En fait, il faut faire rentrer votre lecteur dans la logique du texte. Pour ce qui est de la conclusion, c'est très simple, c'est la même méthode que pour la dissertation. C'est-à-dire que je résume, hein, je vous montre là, je résume les étapes du texte, et puis je donne la réponse de l'auteur à la question qui était celle du texte. Bon, et pour finir, peut-être que j'aurais dû commencer par ça, pour finir sur la méthode de travail au brouillon. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur la question du brouillon, qui me semble être finalement adaptable dans le cadre du commentaire de texte ou de l'explication de texte, c'est-à-dire que vous pouvez faire plus ou moins les mêmes choses que ce que je propose dans le cadre d'une dissertation. Peut-être que le brouillon dans le cadre d'une explication de texte doit quand même être un peu plus fin dès le début, parce qu'il y a une logique interne du texte, et que notamment l'une des choses que vous pouvez faire dans une explication, c'est produire des renvois, des effets de renvoi dans le texte, puisque souvent les textes sont une sorte d'unité logique qui est auto-référentielle, c'est assez classique dans les textes qu'on vous propose, et donc c'est bien d'avoir quand même une lecture assez fine pour comprendre éventuellement ces autoréférences, parce que c'est ce qui permet de produire une unité de sens dans votre explication. Maintenant, pour le travail, moi ce que je faisais, c'était un travail en entonnoir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc il va y avoir plusieurs lectures du texte. Évidemment, il faut le lire plusieurs fois. Mais il faut pas juste le lire plusieurs fois de manière neutre. Vous le lisez et puis vous essayez de comprendre d'abord, hein, moi en entonnoir, compréhension générale du texte. Donc c'est quoi le problème du texte, quels sont ses enjeux éventuels, qu'est-ce qu'il, dans quel contexte polémique il s'inscrit, etc., etc. Deuxième moment, hein, c'est la compréhension du mouvement par lequel l'auteur répond aux problèmes que vous avez identifiés. Donc c'est ce qu'on appelle les parties et les articulations du texte. Donc vous pouvez repérer les grandes parties du texte, hein, qui sont souvent pas trop difficiles à repérer, et après essayer de comprendre les articulations fines à l'intérieur. Et enfin, évidemment, l'explication, enfin le déploiement du mouvement interne à chaque partie. Ça c'est important, hein, parce que c'est ce qui renvoie à l'exhaustivité de l'explication. Et donc dans ce cas-là, à ce moment-là du brouillon, je vais faire très attention à être exhaustif sur l'explication des concepts, sur les articulations logiques, donc internes, un peu plus fines, sur la nature des arguments qui sont proposés dans les parties, c'est-à-dire est-ce que c'est un argument politique, est-ce que c'est un argument logique, métaphysique, et à l'articulation de ces différents plans argumentatifs entre eux, hein, comment par exemple un auteur dans le même texte passe d'un argument de type logique à un plan politique. Pourquoi il faut s'y intéresser à ces articulations ? Parce qu'en fait elles sont toujours problématiques, c'est jamais évident en fait de faire cette articulation, et donc elle permet d'être très bien expliquée, c'est-à-dire qu'elle invite naturellement à l'explication, parce qu'il faut expliquer la logique qu'il y a derrière cette articulation, en montrant qu'elle n'est pas évidente, hein, tout simplement, qu'on pourrait la contester par exemple, et puis comme je l'ai dit, hein, donc faire très attention aux exemples, aux images, et aux références intertextuelles éventuelles. Globalement, comme conseil général, donc je vous conseille d'éviter les considérations générales, c'est-à-dire on s'en moque en quelque sorte de la philosophie de l'auteur en général. Même si vous la connaissez, ne vous dites pas que vous allez gagner des points à l'agrégation ou au CAPES si vous montrez que vous êtes un érudit sur le sujet. On aura juste l'impression que vous essayez précisément de prouver quelque chose, donc ça fait presque un contre-effet. Et donc dans le même sens, éviter les rapprochements inutiles avec l'histoire de la philosophie. Hein. Je vous montre un exemple d'un rapprochement que je fais dans l'explication de texte de Rawls. Voilà, elle est minime. Hein. Donc si le contexte invite à ça, faites-le, mais sinon, évitez le plus possible. Évitez tout ce qui relève des associations d'idées. Parfois, on a une sorte d'hypothèse qui nous vient philosophique, mais qui ne permet pas vraiment de répondre à l'économie problématique du texte. Ne la mettez pas. Comment savoir si c'est une association d'idées peu intéressante ou une idée pertinente ? Demandez-vous si cette idée qui vient
enfin, voilà, qui vient de popper dans votre tête, est-ce que vous pouvez la rapporter directement au problème que vous êtes en train de travailler dans le texte? Si c'est pas le cas, évitez le plus possible en fait, parce que ça donne là aussi une contre-impression, on a l'impression que ça veut prouver quelque chose. Et j'ai envie de dire, le plan doit être de plus que jamais un canevas logique. C'est-à-dire il faut vraiment éviter la paraphrase, et l'une des choses qui évite la paraphrase, c'est pas seulement toute une éthique de la lecture, c'est aussi la compréhension que ce qu'on veut, c'est comprendre le déroulé logique. Et ce déroulé logique, il est souvent implicite, parce qu'il est très dense dans un texte qu'on doit expliquer. Donc, par ailleurs et enfin, pour éviter la paraphrase, toujours avoir ces questions à l'esprit, se demander pourquoi l'auteur dit cela, pourquoi il pourrait dire autre chose, est-ce que c'est logique ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre et pourquoi lui ne le dit pas. Voilà, toutes ces questions-là, vous devez vous les poser, et c'est les réponses que vous proposez à ces questions-là qui permettent de comprendre pourquoi il écrit ce texte et pas un autre, et donc qui permettent d'expliquer le texte et pas simplement le répéter. Donc il faut aussi éviter une sorte de déférence, de révérence, de sacralité de l'auteur et du texte que vous êtes en train de traiter. Il s'agit ni de le sacraliser, ni de le considérer comme stupide. Si on vous donne cet extrait à étudier, c'est sans doute qu'il est brillant, c'est sans doute qu'il est important dans l'histoire de la philosophie, donc bon, on peut pas non plus évacuer le poids qu'il a, mais il faut pas non plus une sorte de sacralité qui vous empêche parfois d'expliciter des choses parce que vous avez presque une sorte de honte ou de gêne à vous tenir là en tant que commentateur d'un texte, mais en fait c'est précisément ce qu'on vous demande. Voilà ce que je peux dire. Je sais pas si ça vous est très utile, en vérité, une vidéo de ce style, parce que je crois pas que je dise des choses qui soient pas très connues, ou des stratégies nouvelles. Donc bon, bah vous me direz si ça vous avez été utile, pardon. Et puis abonnez-vous à la chaîne si vous aimez bien ce que je fais. Et bon courage pour ceux qui passent les écrits très bientôt.